une fois le sang, c'est le titre du livre qui vient de paraître aux éditions Humaine Science dans la collection Dite 33. C'est un nom assez bien trouvé, dirigé par le médecin légiste Philippe Charlier. Ce sang, Sarah Diren, qui est le reflet de nos vies, le reflet de notre santé, de notre hérédité, de notre espèce aussi. Oui, c'est un organe fascinant et encore mystérieux qui coule dans un réseau d'artères et de capillaires d'une centaine de milliers de kilomètres. Ce sang véhicule des tas de choses, du sucre, de l'oxygène, des déchets, de l'information et plein d'autres choses, à quasi l'ensemble de nos organes, hormis nos cellules cérébrales qui en sont protégées par la fameuse barrière hémato-encéphalique. Alors ce livre, écrit à 4 mains, est dense, riche, grand public, mais tout de même exigeant. On y apprend que l'hématophobie, la peur de la vue du sang, est la 3e crainte la plus répandue chez l'humain, qu'après l'affaire du sang contaminé dans les années 80-90, les nouvelles normes en matière de transfusion sanguine sont devenues voire trop strictes, que l'histoire des migrations est retracée grâce à l'analyse du sang. On appelle cela l'hématologie géographique, ou que, par exemple, le marché des centres de plasma est un véritable scandale. Et les 2 auteurs de ce livre, donc il était une fois le sang, sont avec nous aujourd'hui dans CQFD. À commencer par vous, Olivier Garot, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, immunologiste et hématologiste, professeur à la faculté de médecine de Saint-Étienne. J'adore, vous êtes spécialiste du sang et vous vous appelez Olivier Garot. Donc je veux dire, vous n'auriez pas pu trouver une autre discipline. C'est sûr. Absolument. Oui, c'est génial. Pourquoi avoir choisi justement, à part peut-être lié à votre nom, qui s'écrit pas de la même manière d'ailleurs que le Garot, pourquoi avoir choisi dans votre cursus médical l'hématologie justement ? Eh bien, c'est un de ces hasards que rencontrent souvent les étudiants en médecine, un stage dans un service d'hématologie qui m'a fait me dire que c'était la discipline que j'avais envie d'exercer, tout simplement. Un coup de cœur comme ça. Un coup de cœur. Voilà. Même question à vous, Jean-Daniel Tissot. Bonjour Jean-Daniel Tissot. Bonjour. Le sang, pourquoi ? C'est un coup de sang. et en fait, je voulais faire de la chirurgie et comme jeune interne ou stagiaire, je devais établir les programmes pour anticoaguler les patients et je n'y comprenais strictement rien. Je me suis dit, dans 1 mois de stage en hématologie me permettra peut-être de comprendre ce que je prescris. Et finalement, j'ai gardé la discipline comme l'hématologie, mais je ne suis pas toujours convaincu d'avoir compris comment j'ai prescrit les anticoagulants. Donc c'est vraiment un coup de sang et un coup de cœur aussi. Et le cœur pousse le sang, donc tout se tient. Alors Jean-Daniel Tissot, je ne vous ai pas encore présenté, vous êtes donc le second auteur du livre, vous êtes médecin hématologue, professeur et doyen de la faculté de biologie et de médecine à l'université de Lausanne. Et c'est vrai qu'on se dit que le sang, ou disons l'hématologie, c'est une discipline forcément qui va traverser toutes les disciplines, donc transdisciplinaire, puisque le sang justement traverse quasi l'ensemble de nos organes. Vous avez tout à fait raison, le sang est un organe absolument fantastique et accessible. Il est beaucoup plus facile d'avoir quelques millilitres de sang qu'1 cm3 de foie. Donc c'est la raison pour laquelle le sang a toujours été un organe qui a été étudié, qui a été regardé. Les premiers microscopes ont été utilisés pour regarder les cellules sanguines. Tous les progrès que l'on peut faire en chimie, c'est sur le sang. Donc finalement, l'accessibilité est tellement évidente de ce liquide qui sort malheureusement parfois sans même qu'on traumatise la peau pour aller le chercher, est omniprésent. Donc c'est vraiment un organe facile, accessible. Mais Jean-Daniel Tissot, lorsqu'on est médecin hématologue, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le patient, on le voit concrètement, on lui parle, ou on ne regarde que son sang ? C'est le vrai paradoxe. Quand vous êtes face à un patient leucémique, vous vous adressez au patient. Vous étudiez sa maladie, mais on va soigner le patient, on ne va pas soigner la maladie. Et de manière tout à fait étrange, tout d'un coup, vous allez quitter le lit du malade pour aller au laboratoire, vous allez regarder sa moelle et son sang, et parfois vous êtes émerveillé par ces cellules qui apparaissent au microscope, alors que ce sont des cellules qui mettent la vie en danger du patient. Et je me souviens toujours d'avoir ces examens du frottis sanguin où nos cadres et nos maîtres nous disaient « mais apprécie la beauté de cette cellule », mais c'était terrifiant, c'était une signature de la mort qui est présent dans le sang. Et donc, c'était ce voyage entre la réalité que vit le patient, les traitements qu'il doit subir et la beauté, finalement, de la médecine de laboratoire qui nous confronte à des réalités difficiles.
Alors le sang, pour celles et ceux qui le craignent, écoutez bien ce qui suit, vous ne le verrez plus jamais de la même manière, parce qu'on va commencer par le passer sous le microscope, Sarah. Oui, parce qu'il est fascinant, et avec vous, Olivier Garot, il est, parce qu'il est compliqué ce sang, il est d'abord composé à 45% de 3 types de cellules. Il y a les globules rouges, grosso modo, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les 55% restants, c'est le plasma, on va en parler tout à l'heure. Mais Olivier Garot, les globules rouges, ce sont donc des cellules sans noyau. Elles servent uniquement à transporter l'oxygène ? Alors, elles servent essentiellement à transporter l'oxygène. Et ce sont des micro-poumons pour le reste des cellules de l'organisme. Alors, bien évidemment, je raccourcis. Ces globules rouges sont dépourvus de noyaux, mais ils ne sont pas dépourvus d'une activité de délivrance essentiellement d'oxygène grâce au fer qu'elle renferme. Ah, il y a du fer, donc c'est pour ça que le sang a un petit goût métallique, c'est ça ? Absolument, c'est ce fer métallique par une espèce de petit système de clapet, on va dire, capture de l'oxygène selon l'état d'activation du fer et puis le relâche au niveau des poumons, au niveau des tissus. Et si mon sang est sucré, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le sang est toujours un petit peu sucré puisque nous avons quand même du sucre dans le sang. La question est de savoir s'il est trop sucré. S'il est trop sucré, cela pourrait dire qu'il y a un diabète. Et d'ailleurs, on l'écrit dans le livre, c'était une façon pour nos grands prédécesseurs, ça fait quand même très longtemps qu'on ne fait plus ça, mais nos grands prédécesseurs n'hésitaient pas à goûter le sang de leurs patients. Et à l'époque, on n'avait pas de laboratoire pour nous aider. Donc en fait, nos prédécesseurs avaient développé tout un tas d'outils au lit du patient qui leur permettaient de se passer de laboratoire et de dire votre patient est probablement diabétique. Vous le disiez, il y a du sucre, Olivier Garot, dans ces globules rouges. Est-ce qu'il y a aussi des matériaux toxiques ? Alors, le fer et l'oxygène sont à la fois des outils de la vie, mais ce sont des outils toxiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que, comme beaucoup de choses dans l'organisme humain, il faut qu'il soit à la bonne place et au bon moment. Le fer est toxique lorsqu'il est libéré du globule rouge, lorsque les globules rouges ont éclaté, par exemple, et que le fer va aller s'accumuler dans les tissus, à ce moment-là, il est toxique. Mais il est indispensable à la vie lorsqu'il est bien enfermé dans sa poche, qui est le globule rouge. Pareil pour l'oxygène. L'oxygène, c'est indispensable à la vie, mais à la condition qu'il soit libéré de la bonne façon au bon endroit. Jean-Daniel Tissot, lorsque je suis diabétique, et donc on va mesurer mon taux de glycémie, c'est parce qu'il y a du sucre accroché à des globules rouges, c'est ça ? C'est comme ça qu'on va pouvoir le mesurer ? Oui et non. C'est à la fois très simple et compliqué. C'est le liquide qui est autour des globules rouges et qu'on appelle le plasma, qui contient de l'eau, des sels minéraux, des hormones, contient du sucre. Mais ce sucre, quand il est augmenté dans le sang, va avoir des capacités de changer les aspects métaboliques d'un certain nombre de protéines, notamment de l'hémoglobine. Et les diabétiques savent très bien qu'on peut suivre l'équilibre de leur diabète en mesurant ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Donc le sang est un vrai mouchard de ce qu'il se passe dans la réalité de manière directe en mesurant le sucre dans le sang, son taux, ça se fait très très facilement, et puis de manière plus indirecte pour évaluer sur quelques semaines le contrôle du diabète quand l'hémoglobine a été sucrée, mais c'est une réaction chimique de l'hémoglobine qui va se passer. Vous pouvez évaluer ceci et dire ce diabète il est contrôlé, mal contrôlé. Ouais. Alors, les globules rouges, on a fait. Maintenant, les globules blancs, à quoi servent-ils ? C'est un peu les petits soldats, c'est ça qui vont intervenir quand les globules blancs sont des cellules extraordinaires parce que sous ce terme de globules blancs, il y a différentes sous-populations qui ont été définies. Il y a des globules blancs de la mémoire.
lorsque vous avez fait une infection, et c'est ce qu'on espère actuellement, c'est que si vous avez une réaction immunitaire, qu'elle va durer parce qu'un certain nombre de globules blancs vont garder cette mémoire. D'autres vont être capables de combattre, d'autres vont être capables de s'associer, de s'allier pour éliminer des parasites, des bactéries ou des virus. Donc, l'aspect morphologique des globules blancs, c'est simplement l'aspect que là, quand vous centrifugez un tube, eh bien, entre le plasma et les globules rouges, il y a une couche qui est blanche, qui contient les plaquettes et les globules blancs. Comme il y a beaucoup de globules blancs, c'est blanc. Ouais. Mais là-dedans, c'est un monde complètement ahurissant, d'une richesse, d'une complexité. Et Olivier Garot a beaucoup travaillé sur certains éléments de cette réponse inflammatoire, puisque c'est un immunologiste. Mais chaque cellule, on peut à la limite dire qu'elle est différente de l'autre et de sa voisine. Oui, c'est un monde fascinant, même à l'intérieur de chaque cellule. Donc on a vu les globules blancs, les globules rouges. Il y a les plaquettes, Olivier Garot. Les plaquettes sanguines sont 10 fois plus petites que les globules rouges. Leur travail, à ces plaquettes, qu'est-ce que c'est ? C'est colmater les vaisseaux, c'est une sorte de gros, magnifique coagulant ? Alors, c'est encore plus compliqué que ça, mais on va essayer de rendre les choses simples. Les plaquettes, en fait, sont destinées à entretenir les vaisseaux sanguins qui s'usent par le passage quotidien et sous pression des globules rouges, des globules blancs. Donc, il faut imaginer que les globules rouges et les globules blancs, ils sont obligés de se replier pour pouvoir franchir les petits capillaires. Et ces forces de pression sont des forces d'usure. Eh bien, les plaquettes, elles sont là pour réparer tout ça. Alors, réparer tout ça, c'est ce qu'on appelle en physiologie, c'est quand tout va bien. Et quand tout ne va pas bien, c'est-à-dire quand il y a des maladies ou quand il y a une blessure, eh bien, les plaquettes vont réparer le vaisseau sanguin, la partie interne du vaisseau sanguin, en utilisant divers moyens. Le premier moyen qu'elles ont, c'est de se coller sur la couche altérée, de s'agréger entre elles et de pouvoir activer les facteurs de la coagulation qui vont permettre un caillot. Donc, et puis les plaquettes ont aussi de ce fait de surveillance et de participation à la réparation d'autres activités, éventuellement dans l'inflammation et dans la lutte contre les agents infectieux. Mais est-ce que ça veut dire, Olivier Garot, que lorsque un patient souffre d'une fièvre hémorragique, Ebola par exemple, ça veut dire qu'il y a un vrai déficit de plaquettes sanguines ? Alors, tout dépend des maladies causées par des fièvres hémorragiques. Par exemple, dans la dengue, oui, il y a des mécanismes de mort des plaquettes qui sont sélectifs. Et dans la dengue en particulier, il y a un manque de plaquettes qui va rendre compte de l'hémorragie. Dans la maladie Ebola, il s'agit davantage d'une fuite des vaisseaux. C'est une maladie des vaisseaux, une endotéliopathie qui rend les vaisseaux complètement perméables. Qui inactive l'activation des plaquettes et la personne donc saigne avec une chance sur 2 d'en mourir. Donc voilà pour les 3 types de cellules, globules rouges, globules blancs, les plaquettes qui composent une partie du sang. Jean-Daniel Tissot, on le disait, à côté de ces cellules, le sang est aussi composé de plasma. Vous disiez, il y a de l'eau, des sels minéraux, des hormones dans le plasma. Oui. On en a beaucoup. D'hormones ? De plasma. C'est à peu près la moitié. Dans le volume de sang, on va être simpliste. La moitié est du liquide et puis l'autre moitié, ce sont des cellules. D'accord. Et il sert à quoi ce plasma ? De permettre le transport de tous ces éléments sous forme comme un fleuve qui se déplacerait. Et puis il y a des morceaux de bois, quand on devait les déplacer à l'époque, c'était peut-être plus simple de simplement mettre le bois qui coulait d'amont en aval. Ça permet vraiment cette fluidification et des échanges extrêmement profonds dans tous les sens du terme entre les cellules, le sang. Elles permettent aussi aux organes de communiquer. Les hormones peuvent être synthétisées dans un endroit et agir ailleurs. Et c'est le sang qui va permettre leur déplacement. Le sang, contrairement à ce qu'on a dit sur le plan symbolique dans sa pureté, également transporte tous nos déchets. Nos déchets qui vont aller vers le rein, nos déchets qui vont aller vers le foie, la vésicule biliaire et son économie qui est extrêmement importante. Donc le sang est quelque chose à la fois de génial et mystérieux. Mais j'oserais dire encore plus, on a fait 350 pages dans ce bouquin, mais on aurait pu le simplifier en disant le sang, on ne le connaît pas. Pourquoi ? C'est parce que personne n'a vu du sang dans notre corps. Dès le moment où vous prélevez un échantillon sanguin, vous devez l'anticoaguler, donc vous le modifiez.
Donc tout ce que l'on a, c'est un sang collecté et modifié avec les anticoagulants. Donc il garde tout son mystère, à la fois symbolique et biochimique. C'est pour ça que c'est tellement difficile de créer un sang artificiel. Ça fait 30 ans qu'on essaye, on n'arrive pas. Alors on n'arrive pas à faire de globules rouges. Alors, il y a des pistes magnifiques. Pour les globules rouges, je donne toujours cette image. L'homme est allé sur la Lune, mais aucun d'entre nous n'a fait le voyage. Donc, on est capable de faire des globules rouges en laboratoire à partir de cellules souches. Ça, c'est clairement faisable. Mais faire une quantité de globules rouges qui est nécessaire à des patients en choc hémorragique, ça c'est vraiment une impossibilité en l'état. Les plaquettes, on y arrive aussi un petit peu en laboratoire de faire quelques plaquettes en laboratoire. Les globules blancs, non. Alors là, on est extrêmement éloigné. Et puis certaines protéines, on arrive à les faire. L'insuline, on la synthétise au laboratoire. Mais l'albumine, on n'est pas capable de le faire. L'hémoglobine est très compliqué. Le fibrinogène est une grosse protéine qui est très très difficile à faire en laboratoire et à des coûts exorbitants. Pour simplifier, si vous avez un bioréacteur dans lequel vous allez mettre des cellules souches et qui doit vous cracher des globules rouges matures, ça va vous coûter des quantités d'argent phénoménales. Je ne vais pas faire de publicité, mais moi, si je mange un Big Machin, eh bien, je fais des globules rouges. Ah oui, bah oui. C'est tellement... Et ça coûte pas... Enfin, oui, il y a le prix du Big Machin, mais après, vous, votre corps... Il se débrouille. Il fait ça gratuitement. Ça. Hein. Oui, donc ça coûte horriblement cher de fabriquer du sang artificiel. En revanche, et puis vous parliez, Jean-Daniel Tissot, de l'albumine. En revanche, il suffit de prélever du plasma. Olivier Garot, je m'adresse à vous, parce que vous enseignez également l'éthique médicale à l'Université de Lyon. Les centres de plasma sont, notamment aux États-Unis, de véritables scandales? Alors oui, il y a des scandales. Tout centre de plasma n'est pas, il faudrait pas être trop réducteur. Mais les centres de plasma tels qu'ils sont organisés par des industries pharmaceutiques aux États-Unis sont des exploitations des personnes vulnérables qui vendent leur plasma contre un peu d'argent, et en moyenne, on va dire $25, $30, mais plusieurs fois par semaine. Et ces gens ont besoin de ça, soit pour se nourrir, soit pour s'acheter de la drogue, ou pour rembourser des dettes. Et ces exploitants, en fait, le savent et donc donnent des cartes et les réutilisent à la sortie. Enfin, tout cela a été très bien montré, et il suffit d'ailleurs d'aller devant et voir comment ça se passe. Donc le problème, c'est que la plupart des médicaments dérivés à partir du plasma et prescrits dans le monde entier, et en France, en Suisse, sont issus de ces pratiques-là parce que ils ont finalement bâti un marché tellement puissant que on en est devenu dépendant. Et ça, il faut qu'on y fasse très attention. On lance des alertes, on crie. Malheureusement, on est assez peu entendu. Bienvenue dans CQFD à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route. Nous avons sous notre microscope aujourd'hui un liquide assez important pour que notre corps fonctionne, je crois qu'on peut le dire. Assez important. On appelle ça le sang, c'est un organe. Donc si nous en parlons aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie du livre Il était une fois le sang, signé par deux médecins hématologues, Olivier Garot et Jean-Daniel Tissot. Jean-Daniel Tissot, on vient de décrire justement de quoi est composé notre sang. Lorsque je fais un bilan sanguin, tout est analysé, globules rouges, globules blancs, plasma, on passe par une analyse complète de notre sang, et avec finalement quelles indications dans ces bilans sanguins? C'est un vrai problème parce que la médecine de laboratoire offre une possibilité absolument invraisemblable de dosage possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces résultats? Et ce qui est toujours important, c'est de placer l'analyse du sang dans le contexte clinique. En d'autres termes, si vous êtes en parfaite bonne santé, que vous faites du marathon, que vous avez une vie dite saine, ça ne sert pas à grand-chose de faire une analyse sanguine, parce que si elle est anormale, bien vraisemblablement, c'est normal qu'il y ait des éléments anormaux.
En revanche, si vous êtes hémophile, ça veut dire que vous saignez, ça veut dire que vous avez des genoux qui gonflent, etc. Il est extrêmement important d'aller chercher la cause de cette hémophilie. Il y a plusieurs types d'hémophilie qui sont décrites. Donc, vous allez orienter le diagnostic et le confirmer par les tests. Faire des tests de laboratoire sans les orienter par une pratique clinique et des questionnements qui sont posés par le médecin sert strictement à rien. Et j'irai même plus loin. On ne doit jamais soigner les examens de laboratoire. On doit soigner les patients. D'avoir une valeur anormale ou même une valeur normale doivent se mettre dans un contexte clinique. Je terminerai par cette absurdité. Il peut être absolument anormal d'avoir une valeur normale. Tenons compte de la situation. Si les plaquettes devaient être très élevées dans un état inflammatoire et qu'elles sont plutôt à la limite inférieure de la norme, mais qu'elles sont encore normales, il faut se poser des questions. Et puis, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, Olivier Garot? J'ai découvert en lisant votre livre que le sang possède une flore microbienne, tout comme nos intestins. Comment mesurer cette flore microbienne? Alors, on ne la mesure pas encore, en tout cas certainement pas en routine. On sait, mais ça fait très peu de temps qu'on sait qu'il y a des agents infectieux dans le sang. Alors, agent infectieux ne veut pas dire forcément mauvaise chose. C'est vrai que ces temps-ci, on a du mal à imaginer que ce qui est infectieux n'est pas forcément dramatique. Mais un certain nombre d'agents infectieux font partie de nous. Et d'ailleurs, n'oublions pas qu'une grande partie de notre alimentation repose sur des aliments fermentés, à l'origine desquels il y a des microbes. Donc, dans notre organisme, nous hébergeons dans notre sang, en particulier, des microbes qui ont des fonctions, en particulier pour aider à l'immunité. On ne connaît pas encore complètement très très bien ce microbiote sanguin et c'est une découverte assez récente. J'ai vu dans un des chapitres de votre livre que le sang pouvait avoir un sexe, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre un sang masculin et féminin? Alors, il y a effectivement des différences entre les hommes et les femmes qui se mesurent également au niveau du sang parce qu'on n'a pas les mêmes taux d'hormones tout simplement, parce qu'on n'a pas les mêmes quantités des différents constituants du sang, parce que il y a des choses différentes sur nos chromosomes, mais que les hommes et les femmes soient différents, c'est quand même pas tout à fait une nouveauté scientifique de ces derniers jours. Jean-Denis Tissot, comment le sang vieillit-il ? C'est extraordinaire, c'est une question fantastique et c'est une chance finalement que chacun de nos globules et chacune de nos plaquettes, chacun de nos globules blancs finalement disparaissent. Il y a des mécanismes extrêmement fins qui sont mal étudiés parce qu'on étudie en général comment est-ce qu'on produit, mais comment est-ce qu'on dégrade les choses, comment est-ce qu'on les élimine. Donc il faudra aller faire un peu les poubelles biologiques pour pouvoir le comprendre. Mais les globules rouges ont une vie qui est déterminée justement par ces mécanismes d'oxydation d'un certain nombre de protéines. Elles vont changer un tout petit peu de tête. Le système de surveillance va permettre d'éliminer parce qu'il y a une reconnaissance des choses qui ont vieilli. Donc nos globules rouges, malheureusement peut-être, mais vieillissent comme nous. Oui. Au fil des années, il y a des cheveux gris qui s'accumulent, des rides et de ces petites choses. Mais c'est la même chose sur nos globules rouges, c'est la même chose sur nos plaquettes. Et donc le foie va avoir un rôle important pour les éliminer et la rate aussi. Oui, mais comment? Alors à l'inverse, notre moelle osseuse, nos os, savent-elles qu'elles doivent fabriquer tel type de cellules sanguines? Il y a des senseurs absolument incroyables. On sait très bien, par exemple, que notre corps mesure la quantité d'oxygène qui circule. Il y a des senseurs qui sont là, qui vont permettre la synthèse d'hormones, qui sont régulés, contre-régulés. Donc, c'est des mécanismes extraordinairement fins, mais qui parfois peuvent être dérégulés. Je vous donne juste l'exemple de sportifs qui avaient trop de globules rouges, mais ils ne se dopaient pas. Certains avaient des médailles d'or, ils ne se dopaient pas. C'était des mutations de ces régulations qui leur permettaient d'avoir un avantage. Pour terminer, dernière question rapidement, Sarah. Oui, on parle souvent de groupes sanguins, Olivier Garot. Par exemple, les individus du groupe 0, on ferait moins de formes sévères de Covid. Vous confirmez ? Eh bien, la semaine dernière, on aurait pu dire oui, mais un énorme papier vient de paraître il y a très très peu de temps dans un très très grand journal scientifique qui infirme ces résultats. Donc, chaque semaine, vous voyez, apporte son lot d'informations. Alors c'est bien de terminer là-dessus parce que cela montre que la science nécessite
un travail de bénédictin et qu'il faut observer en posant les bonnes questions, sans s'emballer, sans avoir trop de préconçus et de bien regarder encore. Donc actuellement, disons qu'aux dernières nouvelles, en cumulant les expériences et les observations, il semblerait que non. Voilà, on terminera là-dessus en se disant que voilà, et on le disait, on le mentionnait déjà un peu plus tôt, il y a encore beaucoup de mystères liés au sang. En tout cas, un grand merci d'avoir levé une partie du voile sur cet organe si familier a priori qu'est le sang, avec encore beaucoup de mystères, on l'a compris. Pour plus d'informations, votre livre paru chez Humaine Science qui s'appelle « Il était une fois le sang ». Je rappelle que vous êtes Olivier Garot, médecin immunologiste et hématologiste, professeur à la faculté de médecine de Saint-Étienne. Et puis merci également à vous, Jean-Daniel Tissot, médecin hématologue, professeur et doyen de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Une proposition de Sarah Direm.